Bonjour et bienvenue dans ce second numéro du magazine IDEIL consacré aux initiatives et au développement dans les îles du Ponant. Alors pour cette première émission thématique, ça constitue une introduction à la question de l'entrepreneuriat insulaire. Avec les initiateurs du projet IDEIL, nous verrons pourquoi est-ce que cette thématique est travaillée depuis 4 ans par l'Université de Bretagne occidentale et l'Association des îles du Ponant. Quelles sont les principales caractéristiques des entreprises insulaires? En quoi constitue-t-elle un enjeu pour l'avenir des îles? Alors, Denis Paluel, vous êtes maire de Ouessant depuis 1995 et vous êtes également président de l'Association des îles du Ponant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est l'Association des îles et quels sont ses objectifs? Alors, c'est une vieille association puisqu'elle a plus de 40 ans, 45 ans, je crois. Et au départ, ça s'appelait l'APIP, Association pour la promotion et la protection des îles du Ponant. Bon, aujourd'hui, on appelle ça Association des îles du Ponant. Donc, les deux mots protection et promotion, voilà, c'était l'idée de départ que les îles sont des milieux fragiles, donc qu'il faut assurer une certaine protection. Et puis, en même temps, ce qui peut paraître paradoxal, il faut aussi en faire la promotion, c'est-à-dire quelque part attirer des gens. C'est attirer des gens pour venir en vacances, mais aussi attirer des gens pour y vivre et rester y vivre à l'année. Voilà, je pense que ces deux objectifs sont toujours là, même si on a étoffé un petit peu notre gamme. D'accord. Alors, Louis Brigand, vous êtes professeur de géographie à l'Université de Bretagne occidentale. Vous travaillez sur les îles depuis bientôt 40 ans. Vous pouvez nous rappeler les étapes de votre parcours de recherche et pourquoi vous êtes finalement intéressé aux entreprises? Bien, je crois que les îles forment des microcosmes, et quand on est scientifique et qu'on se voue à un terrain, comme c'est le cas pour moi toute sa carrière, bien progressivement on change de thématique de recherche. Et puis après avoir travaillé sur différentes thématiques comme la conservation des espaces naturels, la friche, on a travaillé aussi beaucoup sur le tourisme, eh bien on s'est dit que ça pourrait être intéressant de travailler sur ce qui fait aussi l'activité des îles. Et du coup, l'idée de travailler sur les entrepreneurs s'est imposée pour différentes raisons, mais aussi parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des installations et on voulait en savoir davantage. Alors, Denis, pourquoi est-ce que l'AIP a décidé de travailler avec l'université sur ce programme ? C'est d'abord une rencontre, et une rencontre, c'est de la confiance. Et c'est vrai que Louis, on le connaît depuis très longtemps. C'est pas un dinosaure des îles, mais enfin. Et on a toujours apprécié son travail. C'est un fin connaisseur de toutes les îles. En même temps, il n'a pas cette volonté qu'on peut avoir d'appropriation, d'une sorte de territoire exclusif. Donc il y a cette relation de confiance. Et puis, en s'engageant avec Louis et son équipe, c'est aussi un champ nouveau qu'on explore quelque part. Parce que quand on est maire, réparer une école publique, faire des routes, faire du logement, c'est pas toujours facile, surtout sur les îles, mais on a quelques leviers, on sait comment ça marche. L'économie, c'est vrai que c'était assez loin de ce qu'on faisait au quotidien, et on a vraiment voulu investir ce nouveau champ, et je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure d'expliquer vraiment pourquoi. Alors Louis, vous pouvez nous rappeler quelles sont les méthodes qui ont été mises en place pour analyser l'entrepreneuriat insulaire? Oui, mais avant de dire quelques mots sur ce plan-là, je voudrais aussi rebondir sur ce que vient de dire Denis, c'est-à-dire que ce travail de recherche que nous menons depuis quelques années sur les entreprises, et puis au-delà ce que nous avons fait avant, on a pu le faire parce que justement il y avait ce climat de confiance, de complémentarité, et je tiens là très, très, très chaleureusement remercier mes amis des îles qui permettent cela, parce que c'est vraiment une co-construction entre l'Association des îles du Ponant et l'université. Ça, je pense qu'il faut le souligner. Alors sur les méthodes, bien les méthodes sont des méthodes classiques qu'on utilise en sciences sociales, l'entretien, les questionnaires, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, on travaille sur les bases de données officielles qu'on corrige parce qu'il y a beaucoup de lacunes, et on cherche finalement à avoir une approche à la fois très qualitative, mais aussi quantitative. D'accord. Et alors, Denis, qu'est-ce que ça a apporté finalement, ce travail avec l'université pour les élus ? On est en train de construire ce projet, donc je ne dirais pas ce que ça a apporté, ce que ça apporte et ce que ça va apporter encore plus, parce que je pense qu'il y a une grande attente. Juste déjà une chose quand même sur l'économie, c'est que sur le continent, les problèmes économiques se traitent à un niveau plus large. Un bassin économique, c'est plusieurs communes, c'est voire un bassin beaucoup plus large. Et ce qui est vraiment particulier dans les îles, c'est que nous sommes, à nous toutes seuls, des bassins d'emploi.
Et voilà, si on a un emploi sur une île, on vit sur l'île. Sinon, on est ailleurs et on est plus sur l'île. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très particulier et qui fait, je pense, aussi l'originalité de notre fonction d'élu. Alors sur les attentes, effectivement, il y a les attentes des élus parce que nous, notre regard, c'est surtout de maintenir une population permanente. Et puis on s'est rendu compte, et peut-être qu'on l'avait un peu ignoré, qu'il y a une grande attente aussi des entrepreneurs. Alors pas forcément en espèces sonnantes et trébuchantes, même si ça peut arriver, mais c'est surtout d'abord qu'on mette ça au centre des préoccupations de tout le monde, et puis qu'on leur ouvre des portes et qu'on donne de la cohérence, et aussi l'aspect rencontre entre les îles qui est très très important. Okay. Alors on va maintenant s'intéresser aux résultats du programme IDEIL. Alors première question qu'on peut se poser, combien est-ce qu'il existe d'entreprises sur les îles du Ponant ? Selon les données de l'INSEE, en 2012, sans compter les entreprises des îles de Chausey et Glénan qui dépendent de communes du continent, il existait 2185 entreprises dans l'ensemble des îles du Ponant et 4 071 000 en France. Si l'on ramène ces données au nombre d'habitants de ces territoires, on compte une entreprise pour 5 habitants sur les îles du Ponant contre une entreprise pour 16 habitants en France. Alors, Lou Brigand, comment est-ce qu'on peut expliquer cette dynamique entrepreneuriale propre aux îles ? Bien, je crois que effectivement les chiffres sont intéressants. Il y a les petites entreprises, on le verra, sont des toutes petites entreprises, eh bien, sont possibles dans les îles parce que les projets que l'on peut y développer sont souvent des projets que l'on mène seul ou à deux, et que du coup la possibilité de créer son emploi passe nécessairement par l'entreprise, surtout à une époque où les emplois des collectivités ou liés à l'État sont en diminution très sensible. Alors, on va regarder un premier exemple d'entrepreneurs qui sont venus s'installer sur les îles du Ponant alors qu'ils n'y habitaient pas et qui ont changé d'emploi complètement à cette occasion. On n'était pas du tout dans ces métiers-là. Et un jour, très franchement, ça c'est la cinquantaine qui fait ça, on en a eu marre. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on fasse autre chose. C'est marrant parce qu'on est venu là un week-end où il faisait particulièrement beau. Et puis quand on est rentré le soir, on a regardé sur Internet s'il n'y avait rien à vendre. Mais franchement, ça s'est passé comme ça. Et comme par hasard, ce soir-là, sur un site, je vois qu'il y avait un pas de porte à vendre sur Brère. Donc le lendemain, on a contacté le propriétaire. Et ce propriétaire avait une exigence, parce que lui, il avait habité ce lieu, et il souhaitait que ça devienne une crêperie. Je me suis dit, pourquoi pas une crêperie ? Alors, Denis, est-ce qu'il y a souvent des entrepreneurs ou des personnes qui viennent en mairie et qui souhaitent développer un projet d'entrepreneuriat ? Oui, je peux dire que ça arrive. Moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je crois que le premier accueil, il est très important. Et on est toujours partagé, parce que vous savez que les îles, ça fait rêver, parfois fantasmer. Mais malgré cela, je pense qu'il faut toujours accueillir, avoir un œil bienveillant sur tel ou tel projet, même si on pense que fondamentalement ça ne tient pas la route, mais je pense que ce premier accueil, ce premier regard, quand les gens viennent nous voir, est important. Après, on voit rapidement d'ailleurs ceux qui sont à côté de la plaque, et généralement ça ne dure pas très longtemps, mais je pense que c'est une chance, effectivement. Alors à nous voilà, de montrer, pas forcément un enthousiasme, mais enfin en même temps de dire, voilà, on est prêt à vous aider, et puis de baliser les choses pour pas que ça se transforme parfois en échec, mais ça c'est comme partout. Ouais. D'accord. Louis, là on voit des personnes qui se sont installées parce qu'elles venaient régulièrement en vacances sur l'île. Quels autres profils d'entrepreneurs on retrouve ? Alors, il n'y a pas un profil type, finalement, il y a des cas de figure qui correspondent souvent à des histoires personnelles. Donc, on peut avoir des personnes qui sont déjà sur l'île, qui reprennent une entreprise. On peut trouver des entrepreneurs qui sont en fait des enfants de résidents secondaires. On peut trouver des entrepreneurs qui ont découvert l'île par hasard et qui décident d'en faire leur lieu de vie. Donc, en fait, on a vraiment des profils très différents. Ce qui est relativement constant, ce sont généralement des gens qui ont entre une 40 et 50 ans et qui décident de reconstruire quelque chose profondément, aussi bien sur le plan je dirais de leur métier, mais aussi de leur famille, des liens sociaux et même de leur rapport à l'économie. Alors, dans les résultats du projet IDEIL, 40% des entrepreneurs déclarent venir pour une opportunité professionnelle. Donc, on va voir un exemple de reprise d'entreprise sur l'île de Sein. J'étais chef de cuisine dans les Alpes l'hiver et dans le sud de la France l'été. Je m'occupais d'établissements, notamment des restaurants d'altitude, des restaurants de plage, toujours dans des endroits un petit peu atypiques. Avant, je gérais les établissements d'autres et j'avais envie de me mettre à mon compte pour créer ta propre entreprise, tout simplement.
Après, on monte des affaires dans des endroits qu'on connaît, où le fonctionnement nous paraît accessible et on sait faire. Donc il y a ce côté-là qui est important, d'avoir un restaurant d'altitude, de gérer un restaurant d'altitude ou un restaurant sur une île, c'est à peu près la même chose au niveau logistique. Après, le cadre de travail est très important, les gens viennent sur l'île parce que c'est un cadre magnifique. Et après, c'est l'opportunité, quand on monte une entreprise, c'est l'opportunité de pouvoir acheter une entreprise pas trop cher pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. L'opportunité est très importante, il y a une réalité économique derrière où on ne peut pas aller n'importe où à n'importe quel prix, quoi. Alors Louis, comment on peut analyser cet exemple d'opportunité professionnelle ? Dans le cas, là, c'est restaurateur de l'île de Sein. Dans ce cas précis, son projet était de s'installer en bord de mer. Et donc, il a saisi, là, effectivement, une opportunité de vente qu'il a estimée bonne. Et du coup, il s'est installé et son affaire fonctionne très bien. Et c'est un exemple. Mais ce n'est pas l'exemple le plus fréquent. Souvent, ce sont des reprises... peuvent se faire aussi au sein de l'île elle-même. Un entrepreneur change d'entreprise au sein de l'île, même si en étant ilien au départ, quoi. Donc il y a différentes formules, quoi. Mais le plus souvent, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'on va créer son propre emploi en fonction des caractéristiques de l'île. C'est-à-dire qu'on adapte son projet à l'île et on ne transpose pas des choses du continent. Et ça, je crois que ça change beaucoup de choses parce que du coup, on conçoit, on monte son projet bien en fonction de la ressource qu'on peut trouver sur les îles, de l'idée qu'on peut avoir. Mais c'est forcément avec un lien très, très, très serré avec l'île. Alors, dans cet exemple, finalement, Mathieu, il pointe des atouts de l'île pour développer une entreprise. Quels atouts est-ce que les entrepreneurs peuvent trouver sur les îles ? Premier atout, paradoxalement, c'est que sur une île, tout paraît plus difficile, donc on est obligé d'être imaginatif. Donc c'est une sorte de contrainte intellectuelle et que finalement ça trie assez les gens qui sont candidats. Et heureusement pour nous, c'est souvent des gens qui sont imaginatifs et tenaces. Après, comme ça a été expliqué dans le reportage, il y a un cadre de vie qui est extraordinaire. Il y a une proximité avec les gens. Et on parle souvent d'ailleurs de l'accueil des gens extérieurs à l'île sur une île. Je crois que par le travail, par la création de sa propre affaire, les choses se passent vraiment généralement très très bien et de manière tout à fait naturelle. D'accord. Alors, on revient maintenant au résultat du programme IDIL. Une caractéristique qui peut expliquer le dynamisme entrepreneurial, c'est la taille des entreprises des îles du Ponant. Les entreprises françaises sont classées en 4 catégories selon leur effectif salarié. Sachant que l'entrepreneur ne compte pas comme un salarié, une entreprise comptant entre 0 et 9 salariés est classée comme une micro-entreprise. Entre 10 et 249 salariés, elle appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises. Si l'on compare la taille des entreprises des îles du Ponant avec la taille des entreprises françaises, on observe qu'elles n'offrent que peu d'emplois salariés à l'année. En effet, les îles ne comptent pas d'entreprises de taille intermédiaire ou de grandes entreprises. Seuls 2,6% des entreprises insulaires sont des petites et moyennes entreprises qui comptent plus de 10 salariés, contre plus de 4% en France. La grande majorité des entreprises des îles du Ponant appartiennent donc à la catégorie des micro-entreprises, mais on remarque que cette catégorie est également de loin la plus représentée en France, avec 95% des entreprises. Si l'on regarde de plus près le nombre de salariés dans les entreprises des îles du Ponant, on observe que 60% des entreprises comptent entre 0 et 1 salarié. On dénombre 14 entreprises qui embauchent entre 20 et 49 salariés. Ces entreprises correspondent notamment à des supermarchés ou des entreprises du bâtiment qui existent sur les grandes îles de Belle-Île, Lieu et Groix, ainsi qu'à Bréa, dans les secteurs du transport et de la construction. On voit que les entreprises insulaires sont généralement plus petites que sur le continent. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette donnée ? On l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut s'installer sur une île, c'est un projet souvent individuel et que le meilleur moyen pour y parvenir, c'est d'être seul, effectivement, ou associé avec quelqu'un de la famille, sa compagne ou son compagnon. Et voilà, c'est ça, la raison, elle est là. C'est beaucoup plus évident de commencer à s'installer en étant soi-même impliqué que d'emblée avoir des employés, etc. Avoir des employés, ça veut dire déjà avoir une assise autre sur le plan financier. Et donc, je crois que
si on trouve effectivement cette caractéristique qui est très, très, très claire, hein, de toutes petites entreprises d'une ou deux personnes finalement, ben c'est pour ces raisons-là. C'est lié à l'échelle aussi de l'île et à ce que l'on peut faire aussi dans les îles. On n'aura jamais sur des îles des entreprises avec 500 employés. Enfin, je veux dire, c'est pas imaginable, quoi. Il y en a très très peu, d'ailleurs, on l'a vu dans les chiffres, qui sortent de cette moyenne de 1 à 2, voire 3 ans. Ouais. Est-ce que la taille du marché est décrite comme un facteur vraiment contraignant pour les entrepreneurs ? La taille du marché, c'est parce qu'on entend par la taille du marché. C'est une contrainte, pas forcément. C'est-à-dire que ça dépend aussi de ce qui est produit, en fait. Il y a certains qui exportent, bon, ils sont rares, mais il y en a certains quand même qui exportent fort loin. Là, le marché, il est à l'échelle de la France, voire de l'Europe. Mais pour la plupart, le marché, c'est effectivement un marché local, puisque la plupart des entreprises vivent du tourisme. Donc, il s'agit de commerce, d'artisanat, etc. Et donc, le marché, là, il est souvent lié à la fréquentation touristique. D'accord. Alors, on va voir un exemple justement d'entrepreneur qui souhaite rester une petite entreprise et qui explique ce choix. Donc, c'est à Lildar. J'ai pas envie de grossir, j'ai pas envie d'avoir plein de personnel, parce qu'on sait jamais de quoi la vie est faite et on sait jamais, il peut y avoir une inflation de pas mal de choses où tout devient cher et les gens n'auront plus les moyens de faire des travaux aussi. Moi, je préfère rester une petite structure. On est 1, 2, des fois on est 3, suivant le travail et la manutention que ça demande. Mais c'est très bien parce que après, plus on est gros, moins on va avoir de contact avec les clients. Il va falloir diriger les personnes et comme moi je suis relativement difficile dans le travail, j'aime bien suivre de A à Z. Alors, Denis, est-ce que c'est une réaction que vous entendez régulièrement Oui, c'est effectivement ça. L'idée souvent, quand les gens viennent s'installer sur une île, reviennent ou y restent d'ailleurs, ce qu'ils aiment, c'est la proximité et la liberté. Je pense que dans les atouts des îles, c'est vraiment cet esprit de liberté. Et voilà, tout ce qui peut entraver cette liberté, c'est pas forcément bien vécu. Et puis voilà, ce sont souvent des projets individuels ou familiaux. Voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, restera. Faut pas rêver, on n'aura pas des entreprises, même si ça peut être séduisant pour nous, hein, pour un maire. Moi, quelqu'un vient me dire, écoutez, je vais vous créer 20 emplois, j'ai envie de signer de suite. Ça résoudrait pas mal de problèmes. Mais voilà, faut pas rêver, ça restera comme ça, et ça donne beaucoup de souplesse, et on peut aussi s'agrandir un petit peu, et voilà. Alors, dans quel secteur, justement, vous voyez des possibilités de développement ? Écoutez, c'est très très varié. Voilà, il y a d'abord toute l'économie primaire liée à l'agriculture, à la pêche, bon, qui existe plus ou moins dans différentes îles parce que les situations sont différentes. Là où ça existe de manière forte, eh bien, il faut se battre pour les maintenir. Mais il y a tout un champ, dans des îles comme Ouessant par exemple, où il y a beaucoup de choses qu'on peut développer. Il y a toute l'économie liée effectivement au tourisme. Ça... On peut dire que ça existe déjà, mais qu'on peut encore améliorer les choses. L'artisanat, toute l'économie peut-être numérique qui pourrait permettre de développer du télétravail. La culture aussi, c'est important. Dans pas mal d'îles, il y a des événements culturels, il y a des projets qui se montent. Je prends un exemple à Ouessant, un musicien qui aurait envie d'implanter un studio d'enregistrement. Ben voilà, c'est des petites pierres qui sont semées comme ça, et je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on n'imagine pas encore. Alors justement, on va s'intéresser au secteur d'activité sur les îles du Ponant. Si on compare les secteurs d'activité des entreprises des îles du Ponant avec les entreprises françaises, en excluant les entreprises agricoles, on remarque que la répartition est assez similaire. Certaines activités de service sont cependant moins représentées sur les îles, comme les activités scientifiques et techniques, les activités financières et d'assurance, ou les activités d'information et de communication. Par contre, certains secteurs sont plus développés sur les îles, comme celui de la construction, mais surtout celui de l'hébergement et de la restauration, dans lequel les îles sont largement spécialisées, avec 17% d'activité, contre seulement 7% en France. Alors Louis, des réactions sur ces chiffres ? C'est simple, hein, on voit très bien l'impact que les activités touristiques ont directement sur la construction, l'entretien du bâti, et puis sur les commerces. Donc c'est directement lié à la fonction touristique des îles. Alors comment est perçu le tourisme par les îliens ? Écoutez, pour faire bref, au début, faut le dire, hein, ça a été un peu considéré comme une sorte d'envahissement, ensuite un mal nécessaire,
Et aujourd'hui, voilà, je pense que de plus en plus les gens, de manière réaliste, voient que c'est une activité économique comme une autre, et en même temps qui crée aussi du lien social, pour peu qu'on le fasse intelligemment. Et on se rend compte aussi que ce tourisme, il n'a d'intérêt que s'il permet aux gens de vivre à l'année, ce qui est globalement le cas. Je prends encore une fois l'exemple de Ouessant que je connais le mieux, 900 habitants à l'année, on a 3 supérettes ouvertes toute l'année. Alors qu'elle pourrait à la limite se contenter de dire on vient du mois de mai ou juin jusqu'à septembre, mais c'est pas le cas. Donc toute cette activité touristique leur permet aussi de rester vivre à l'année. Mais c'est aussi lié au fait que ces entrepreneurs, ils viennent pas le matin, ils repartent pas le soir, ils sont là, ils vivent sur l'île. Et ils sont impliqués autant que tous les autres dans la vie insulaire. D'accord. Alors donc là, on voit donc ce facteur saisonnier qui est impliqué par le tourisme. Comment les entrepreneurs gèrent cette saisonnalité ? Il y a plusieurs profils d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qu'on pourrait dire un peu des cueilleurs qui viennent pendant la saison d'été et qui repartent en hiver. Il y a des cas, comme il y en a comme dans les grandes îles, notamment très touristiques, c'est relativement fréquent. D'ailleurs, souvent, il suffit de se promener en hiver dans les îles pour voir des commerces fermés. Donc ceux-là ont fait un choix qui est effectivement de travailler que sur la saison touristique. Et puis, comme le suggérait Denis, il y a effectivement certains qui, je dirais, ont envie aussi d'y vivre toute l'année, et puis qui souhaitent aussi, je pense qu'il y a un choix, je dirais presque politique, finalement, en tout cas social, de dire, voilà, moi je suis sur l'île, je tiens à ce que mon activité, elle puisse se maintenir toute l'année, qu'elle puisse être utile. C'est notamment le cas pour les commerçants. On voit aussi le cas d'entrepreneurs qui profitent de l'hiver pour produire, par exemple, de l'artisanat qu'ils vont vendre l'été. Oui, bien sûr, il y a des exemples, effectivement. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais dans ce contexte-là, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui pratiquent la pluriactivité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une activité, mais ils en ont 2, parfois même 3. Et effectivement, il y en a certains qui, par exemple, l'été peuvent travailler dans un restaurant, et puis l'hiver, ils peuvent produire de l'artisanat, par exemple, qu'ils vendront dans des boutiques. On a un certain nombre d'exemples de ce type-là. Mais je crois que c'est lié, là aussi, on évoquait tout à l'heure la question du marché, c'est lié aussi quelque part au marché, c'est-à-dire qu'on s'adapte à l'offre finalement telle qu'elle se présente. C'est comme l'exemple de Samuel qui est éleveur en hiver qu'on a vu dans l'émission précédente et qui travaille dans la restauration l'été. Et des exemples comme ça, on en a beaucoup. Oui. Oui. Alors maintenant, on va voir l'exemple de François Cartier qui est gérant d'un bar à l'Île-Dieu et qui conçoit finalement comme une sorte d'engagement, ça ressemble presque à du militantisme, de garder une activité ouverte à l'année. Moi, j'ai ciblé une clientèle quand même, c'est des 30-60 ans. Donc je fais des concerts, on fait 130 concerts par an, ça commence à compter un petit peu aussi, mais de tous les styles. Mais alors on fait du rock, on croit que c'est pour les jeunes, mais en fait c'est nous qui avons été élevés dans le rock, donc les gens reprennent et ils se retrouvent là-dedans, mais vraiment bien. Dimanche après-midi, là, avant-hier, je fais un après-midi, un apéro musette pour les anciens. Alors tu as une clientèle, c'est 80 jusqu'à 93 ans. Mais ils font l'effort de sortir, chose que sur le continent, tu ne les ferais pas bouger, ces gens-là ne sortiraient jamais. Maintenant, je dois arriver quand même à 30% d'îlets, l'été encore. Et tout le reste, c'est du touriste, l'été. Autrement, l'hiver, je travaille très bien, mais qu'avec des îlets, quoi, qui ont besoin, qui recherchent aussi. Donc l'hiver, je ne fais pas de concert tous les jours, j'en fais un tous les 15 jours. Et ils répondent vraiment présents à chaque fois. Après, je ne peux pas prendre des grosses pointures l'hiver non plus, parce qu'il faut quand même rentabiliser les concerts, c'est pas donné. L'hiver, je gagne rien avec mes concerts, ça vient de l'été. C'est pour ça qu'il faut que ça marche très fort l'été, pour pouvoir assurer l'hiver aussi. L'hiver, on fait la boucle. Déjà, c'est pas mal. Mais on apporte quelque chose. Puis les gens en sont conscients. Les gens, la municipalité, tout le monde en est conscient qu'on fait un effort, quoi. On pourrait pareil fermer 6 mois dans l'année, mais moi je ne peux pas travailler comme ça. Je trouve ça très intéressant ce point de vue parce que je pense qu'effectivement c'est un choix, comme il s'est bien décrit, volontaire, et que quand on ouvre finalement en hiver, eh bien ça peut fonctionner. Il y a quelques rares îles où il n'y a pas de café l'hiver et c'est un peu attristant quelque part, tant sur le plan social qu'économique. Et je pense que l'exemple qui est donné là est vraiment très intéressant parce qu'en plus il y a aussi une dimension culturelle. Je trouve que c'est un choix qui est très pertinent.
Alors, pour conclure un petit peu sur cette émission, qu'est-ce que représente finalement les entreprises insulaires pour l'avenir des îles ? Je crois qu'on a tous pris conscience qu'il y a une page qui est tournée. On a vécu pendant très longtemps avec une économie finalement qui était centrée selon les îles, soit sur la pêche, l'agriculture ou progressant la marine de commerce, où finalement la plupart des gens, leur avenir était tracé. Alors ce monde, il s'est quand même bien écroulé depuis les années 50-60. Et on a perdu aussi beaucoup d'emplois liés aux phares, à des emplois de l'armée, de l'État, etc. Et ce monde-là, c'est vrai qu'on a eu la tentation, nous, pendant un moment, on l'a toujours d'ailleurs, de se battre pour maintenir tout ce qui est service public, etc. Il faut continuer à le faire, c'est évident, pour des raisons d'ailleurs qui rejoignent la raison des entreprises. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un tissu de services ou choses comme ça, tout le monde va déserter l'île. Mais en même temps, on sait très bien que les clés, c'est de donner de l'activité, d'aider les gens peut-être à être imaginatifs, leur ouvrir des portes. Et c'est pas spectaculaire, parce que c'est des petites micro-entreprises, comme on l'a dit. Mais je crois fondamentalement que c'est ça qui nous sauvera, si on a besoin d'être sauvé, mais je crois pas. Oui, merci beaucoup en tout cas pour votre participation à cette émission, donc, qui ouvre pas mal de questions qu'on traitera dans les prochains numéros de ce magazine. Le mois prochain, on se retrouve pour un carnet de terrain à l'île d'Aix. Et n'oubliez pas que vous pourrez trouver les émissions, les bonus et aussi l'ensemble des documents IDEIL sur le site id-il.fr. Merci et au revoir.